la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers publics et chers contradicteurs. Je me présente à vous à visage découvert, démasqué, en pensant qu'il y a 6 mois encore, les restaurants étaient fermés. Et bien que toujours masqués dans les transports, apprécions notre sort qui semble s'améliorer. Celle qui nous rend nos libertés, que l'on chérit, que l'on voudrait remercier, elle porte un nom, évolution. J'aime à croire que le monde est en perpétuelle évolution et qu'il est voué à évoluer comme il l'a fait ces derniers mois. Tout naturellement. Mais à ma thèse semblent s'opposer quelques théories du complot selon laquelle l'évolution ne serait que chose fomentée par la révolution. Alors, mesdames et messieurs, chers contradicteurs et vraisemblablement complotistes, peut-il y avoir une évolution sans révolution? À cette question, je réponds bien évidemment par oui. Mais avant de vous en convaincre, et avant de vous exposer mes motivations, laissez-moi m'arrêter quelques instants sur les termes du sujet. L'évolution, d'abord, est une succession de changements graduels qui s'occurrent dans le temps. La révolution, quant à elle, est un bouleversement, car elle découle du latin revolutio, qui veut dire demi-tour. La révolution aussi peut être entendue comme un changement soudain ou alors un mouvement périodique d'un corps autour d'un point central. Enfin, le verbe pouvoir et l'article 1 sont à lire parallèlement et vous renseignent un peu plus sur la véracité de ma thèse. Le verbe pouvoir exprime la possibilité, la potentialité qu'un événement intervienne. L'article 1, quant à lui, nous renseigne tantôt sur le féminin du mot évolution, mais aussi et surtout sur son singulier. Il faut alors comprendre, peut-on, est-il possible alors qu'une évolution, une seule, se produise sans révolution? En répondant par la thèse du nom, M. Sangaré sous-entend qu'il ne peut y avoir aucune évolution alors sans révolution. Et je n'en pense rien. Mesdames et messieurs, un seul et unique contre-exemple suffit à invalider un théorème. Une seule exception et une constante n'est plus une constante. M. Sangaré pense qu'il ne peut y avoir d'évolution sans révolution. Je n'en pense rien, car, mesdames et messieurs, je connais bien plus qu'une exception à la thèse qu'il défend. Alors, vous aurez la démonstration par la preuve qu'il peut bel et bien y avoir une évolution sans révolution. L'évolution et la révolution peuvent être d'initiative humaine ou naturelle, et c'est autour précisément de ces deux aspects que j'aimerais articuler mon récit, en survolant quelques aspects technologiques, géopolitiques et enfin biologiques. Mesdames et messieurs, si vous me le permettez, j'aimerais commencer sur un aspect un peu plus technologique de la chose. Quand je pense évolution technologique, je pense précisément aux biens meubles, qui sont créés périodiquement et qui se renouvellent. Je pense plus précisément au téléphone portable, dont l'évolution est plus qu'ostentatoire. L'iPhone 1, puis 2, puis 3, à raison d'un par an. De nouvelles fonctionnalités, une nouvelle qualité d'image, l'iPhone suivant se veut toujours plus performant. Il suit ce processus graduel, selon lequel il change d'une étape à une autre, du 1er au 13e. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne saurais me prononcer, mais là n'est pas la question. Que l'évolution du modèle soit positive ou bien négative, elle n'en reste pas moins une évolution. Et il en va de même pour toute marque. Mesdames et messieurs, au cours de notre vie, nous sommes enclins à adhérer à cette évolution, notamment en changeant de téléphone portable. Cela m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Peut-être, mesdames et messieurs, cela vous est-il déjà arrivé, peut-être même à vous, chers contradicteurs. Alors je vous le demande. Par suite de l'achat d'un nouveau smartphone à la suite de ce pas dans l'évolution, avez-vous développé quelques symptômes révolutionnaires, puisque selon mon contradicteur, ils semblent aller de pair? Quelques idées philosophiques à en perdre la tête, une envie soudaine d'aller visiter les Tuileries parisiennes? Pourquoi pas? Pour ma part, je n'ai été touchée d'aucun mal, mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour mon ami qui défend la théorie contraire.
Toute blague à part, l'évolution d'un téléphone portable, d'une machine à laver ou bien d'une télévision n'est créée par aucune révolution, pas plus qu'elle n'en engendre d'ailleurs. La révolution, elle, intervient quand le mobile cesse d'en être un, qu'en fait il apparaît une innovation, quelque chose de soudainement et fondamentalement nouveau. Mesdames et messieurs, alors, chers publics, chers contradicteurs, voyez qu'une évolution peut tout à fait apparaître sans révolution et que le lien qui les unit intrinsèquement n'est in fine qu'illusion. La révolution, c'est encore un moyen de forcer l'évolution lorsqu'elle n'intervient pas assez rapidement pour nous ou pas dans le sens dans lequel on aimerait qu'elle intervienne. En effet, l'évolution est un processus lent. Or, et je ne vous apprends rien, l'homme n'aime pas attendre. Et quand je dis l'homme, c'est bien sûr l'homme avec un grand H, ne vexons pas ces messieurs. Nous vivons dans une société du toujours plus vite. Un monde ultra concurrentiel dans lequel il faut se développer rapidement sous peine d'être exclu du marché mondial, des relations internationales. C'est pour cela que l'homme cherche à tout prix à s'intégrer dans ce schéma pour pouvoir, et qu'il soit souvent, le moteur de la révolution. Vous voyez qu'une fois de plus, mesdames et messieurs, le lien puisse paraître un peu évident, mais cependant, cela peut encore laisser penser qu'une évolution peut un peu ocourir sans la révolution. Mais mesdames et messieurs, à ce point, vous savez comme moi que la planète n'a pas besoin de nous pour initier une évolution. En effet, l'évolution vient à point à qui sait l'attendre. Les arbres fleurissent, les enfants grandissent, sans coup d'État. Alors voyez donc la révolution comme une pédale d'accélérateur sur laquelle l'homme s'appuie de tout son poids pour que le changement opère plus vite, ou dans un sens qui lui est favorable. Car la révolution s'inscrit vraiment dans le jeu des puissances, là où l'évolution, elle, est plus le phénomène naturel par défaut. La révolution est le propre de l'homme, là où l'évolution n'est que l'effet du temps. Il est alors tout à fait possible pour nous d'imaginer l'évolution et la révolution séparément. Simplement le monde et les sociétés évoluant selon une ligne courbe, tantôt pour le mieux, tantôt pour le moins bien. Enfin, mesdames et messieurs, quand elle n'est pas l'objet et surtout l'outil de l'homme, la révolution peut être un phénomène naturel. Oui. Révolution astrale ou planétaire, des centaines de milliers de corps célestes depuis des centaines de milliers d'années sont en révolution les uns autour des autres. Notre Terre tourne, je ne vous apprends rien. Sur elle-même d'abord, pour faire le jour et la nuit, puis autour du soleil, pour le beau temps et la pluie, pour les saisons. L'inclinaison de notre Terre et ses mouvements périodiques de révolution créent les écosystèmes. Mesdames et messieurs, comment parler d'écosystème, comment parler évolution, sans parler de celui qui l'a théorisé? Peut-être avez-vous entendu parler de la théorie darwinienne de l'évolution. Selon Charles Darwin, en effet, les espèces sont vouées à évoluer et sont en perpétuelle évolution. Et donc elles évoluent comme ça, continuellement, et selon Charles Darwin, cette évolution est liée à leur interaction avec les écosystèmes. Mais alors, me direz-vous, si la révolution planétaire est à l'origine des écosystèmes qui font évoluer les espèces, évolution et révolution seraient alors indissociables. Ce qu'il serait faux d'affirmer, mesdames et messieurs, puisque je vous l'apprends ou non, pour la simple raison que la thèse contraire est tout à fait aussi possible. Si la Terre ne tournait pas sur elle-même autour du Soleil, les climats, les jours, les saisons seraient différents. Les écosystèmes seraient différents, peut-être même les formes de vie elles-mêmes seraient-elles différentes. Mais elles continueraient d'évoluer quand même, différemment. Un monde qui n'est pas celui que nous connaissons n'est pas un monde qui n'existe pas. Ainsi que pour prouver une théorie, la prouver n'est pas suffisante, à prouver sa réciproque. Ainsi que la Terre tourne sur elle-même dans sa révolution actuelle, ou alors qu'elle soit immobile ou qu'elle dessine le Z de Zorro dans l'espace, la vie qu'elle abrite et ses conditions mêmes continueraient d'évoluer, avec ou sans révolution. Mesdames et messieurs, la révolution n'est pas toujours le moteur de l'évolution. Certes, elle peut l'être, mais quelquefois elle ne l'est pas. Et c'est ce qui nous prouve, une fois de plus et sur un plan tout autre, qu'il peut y avoir
une évolution sans révolution. Mais je peux continuer? 5 à 10 secondes, pas plus. Il me reste sur lui. Mes chers contradicteurs, puisque la révolution semble vous importer tant... Excusez-moi, j'arrive pas à l'arrêter. Pas de souci. C'est l'évolution technologique. Non, non, ta gueule. Ta gueule. Mais je vais pas le dire. Chers contradicteurs, puisque la révolution semble vous importer tant, tournez en rond à votre guise. Pour ma part, je préfère le chemin de l'évolution. Alors ils étaient là, criant sur les places publiques, sur l'agora, pendant les siècles antiques. À tout va, souvent à tort et en toute situation, révolution, il crie son nom. Pensant que évolution ne pourrait être sans elle, mais mesdames et messieurs, sans révolution, elle n'en serait que plus belle. Alors, monsieur Platon, sortez de votre caverne en usant de votre raison, car votre jugement berne ne voit que trop par la révolution. Merci. Merci, madame. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs du jury, vous remarquez bien, Madame la Présidente, que j'ai été apostrophé, mais pardonnez-moi d'imiter un peu Monsieur Mélenchon. Les gens, écoutez-moi. J'ai des choses à dire. Je vous en prie, écoutez-moi. Et donc, Madame la Présidente, je n'y répondrai pas, mais je soulignerai ou je relèverai un élément important, que dans ce sujet, il y a une question philosophique profonde qui est posée et que nous n'allons pas aborder, mais sinon brièvement. C'est la question, mesdames et messieurs, du temps. Le temps, nous en avons différentes représentations. La première, le temps est une flèche. La seconde, une vision cyclique du temps, que nous pourrons classer du même côté. Et ensuite, nous avons deux types de temps, le temps qui passe, et nous avons enfin le temps qui dure. L'évolution et la révolution de ce côté-là sont du côté du temps qui dure. Et lorsque, parlant de Darwin, mais avant Darwin de Lamarck, et parlant de l'évolution des espèces, vous remarquerez que l'évolution de l'humanité, donc du néolithique, du paléolithique, jusqu'à notre ère moderne, s'inscrit dans une idée du temps comme le temps étant une flèche. Ensuite, la vision cyclique que nous atteindrons, dont nous atteindrons le point culminant avec la mystique nietzschéenne de l'éternel retour, sera aussi, mesdames et messieurs, évoquée. Je vous prie de garder ces éléments-là en tête, parce que dans ma démonstration, qui tente à dire que l'évolution ne peut être conçue sans révolution, il y aura une idée chez moi d'aller de haut vers le bas, ou dans une certaine idée que si l'évolution et la révolution sont liées, le rapport qui existe est ou un rapport de corrélation ou un rapport de causalité. Et allant de l'un vers l'autre, avec des exemples à l'appui, vous verrez que ce lien-là qui les réunit dans un même temps fera que on ne peut pas parler d'évolution sans révolution. Mais il faut s'entendre sur ce que c'est qu'une évolution, mesdames et messieurs. J'ai fait un sondage. En parlant de révolution, j'ai demandé à quelques personnes qu'est-ce que vous entendez par là. Immédiatement, la première réponse ou la première occurrence me renvoyait à la Révolution française, à un mouvement Manu Militari. La révolution, mesdames et messieurs, ce n'est pas systématiquement cela. Ma contradictrice vous l'a dit, c'est un bouleversement profond. Un bouleversement profond de nos habitudes, un bouleversement profond de nos coutumes, de nos idées politiques. Ce bouleversement peut avoir ou est essentiellement fondé sur un socle philosophique et politique, mais aussi à une expression, disons-le ainsi, qui peut prendre la forme d'un mouvement collectif Manu Militari. Lorsqu'on a dit cela, ma réflexion, mesdames et messieurs, sera articulée principalement autour de cette idée de la révolution. Il y a, je vous l'ai dit, un rapport de corrélation et parfois de causalité. Rapport si étroit que par moments, il y aura des évolutions qui produiront une révolution et parfois une révolution qui pourra avoir pour conséquence une évolution. Commençons par cette idée que le temps a une acception cyclique et disons que dans son étymologie, la révolution désigne le retour, une idée de retour. De retour à quoi? De retour au passé, à ses valeurs. Or, vous remarquerez, mesdames et messieurs, que sans passé, nous n'avons pas d'avenir. Ça, c'est ma conviction profonde.
que pour prétendre à un avenir, il faut que nous connaissions le passé. Et il se trouve que dans l'ordre de l'intelligence, dans l'ordre de ce que les hommes ont produit, il y a une très belle formule qui dit, des modernes, que nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants. Comme pour caractériser cette idée que le savoir humain est cumulatif. Qu'aujourd'hui, nous ne sommes et nous n'avons des iPhones 1, 2, 3, que parce qu'il y a eu au préalable un savoir cumulatif pour parvenir à la création de cet iPhone-là. Mais ce savoir, mesdames et messieurs, il vous souviendra que la révolution industrielle a existé, que ce n'est pas un progrès d'un instant. Parce que, faites attention, l'évolution implique bien une idée de progrès, mais par son intensité particulière, elle va un cran au-delà du progrès. Et elle a cette particularité, l'évolution, de s'étendre dans le temps, comme la révolution d'ailleurs. Et donc, la révolution dite industrielle est un ensemble de processus, des transformations progressives, commençant en 1769, sauf erreur, par Watt et l'invention de la machine à vapeur, jusqu'en 1971, par l'invention du microprocesseur qui ouvrira la voie vers la micro-informatique. Et tout cet ensemble de plus de 2 siècles de progrès successifs que nous avons appelé évolution a été, dans la conscience des hommes, qualifié de révolution industrielle. Je vous ai parlé de Watt. Après Watt, il y a eu Pierre et Marie Curie, plus loin encore, qui isoleront le radium, ce qui ouvrira la voie à la physique nucléaire. Tout ce processus, mesdames et messieurs, parce qu'une évolution, ma contradictrice vous l'a dit, c'est une succession, c'est un processus qui s'étend dans le temps. Donc on ne peut pas prendre l'invention de la machine à vapeur en elle-même pour parler d'évolution. Il faut suivre les 2 siècles et parler d'évolution et caractériser cela par la révolution industrielle. Croyez bien que le terme révolution industrielle que nous avons utilisé pour désigner l'aboutissement de ces 2 siècles-là de progrès successifs, donc de ces 2 siècles d'évolution, a un sens et a une portée. À partir de ce moment, nous caractérisons l'idée que l'évolution de 2 siècles, qui s'appelle révolution, témoigne bien que l'évolution est intrinsèquement liée à la révolution. Ça, c'était la première occurrence que nous pouvions avoir de la révolution. Il y a une deuxième occurrence, mesdames et messieurs. Et donc, entendons, mesdames et messieurs, la révolution comme un bouleversement, mais un bouleversement touchant nos sociétés, au sens des sciences et des arts. Parlons de changement profond dans les sciences et les arts, qui est nécessaire et préalable nécessaire à l'évolution. Le passage, elle vous en a parlé, du géocentrisme à l'héliocentrisme a bouleversé l'ordre des connaissances humaines. C'était les Saintes Écritures et le système ptolémaïque contre Copernic et Galilée. Et que de ce passage-là qui a bouleversé nos connaissances humaines, nos connaissances scientifiques et surtout en astronomie, nous avons encore parlé de révolution pour la caractériser. Pour caractériser cette évolution-là particulière qui a changé l'ordre des connaissances humaines. En outre, de ce système ptolémaïque au système héliocentrique, nous avons encore, je vous ai parlé de cette vague d'évolution de plus de 2 siècles. Mais par ailleurs, nous passons d'une société agraire, d'une société agricole à une société industrielle et commerciale, qui est l'aboutissement évident de ces 2 siècles de changement, de ces 2 siècles d'évolution. Et ce passage, mesdames et messieurs, d'un système agraire, d'un système agricole à une société industrielle et commerciale, est encore une évolution, mais caractérise un bouleversement dans l'habitude des hommes. À partir de ce bouleversement-là, qui est, nous l'avons dit, dans la définition de la révolution, caractéristique même et la révélation même d'une révolution. Évolution et révolution, mesdames et messieurs, sont liées. La troisième et la dernière occurrence, la dernière signification, mesdames et messieurs, du mot révolution. Entendons maintenant la révolution, toujours comme un bouleversement, mais un bouleversement d'un régime. Un bouleversement d'un régime politique au nom d'idées philosophiques, d'idées politiques et de valeurs morales.
C'est ici une constatation, manu militari, la constatation militaire dont je vous parlais. Elle prend tout son sens. Mais dans cette occurrence, il faut distinguer la révolution des termes voisins, de la rébellion et de la révolte. La résistance a été un mouvement de rébellion, parce qu'au socle, il y avait des idées philosophiques et politiques, mais c'était un mouvement caractérisé plus par des engagements et dans l'action, plus par des individualités, que l'idée d'un mouvement collectif au sens sociologique que l'on pourrait avoir de ce que l'on appelle des mouvements collectifs. La résistance est une rébellion, elle n'est pas une révolution. Il y a eu cependant la Révolution française qui s'est étendue, la question du temps dont je vous parlais, dans le temps long. S'étendant dans le temps long, elle a produit une vague d'évolution, un changement de régime, de l'ancien régime à la République. Et cette idée-là, que la révolution industrielle nous a fait passer de l'ancien régime de la monarchie de droit divin à la République et à la démocratie. Donc ce passage est une évolution caractérisée ou posée par la Révolution française de 1789 qui ira jusqu'à 1793 et plus encore. Vous voyez donc bien qu'il y a un lien étroit, et c'est sur ce lien-là que je vous laisserai. Monsieur Sangaré, j'ai beaucoup aimé votre plaidoirie, mais vous nous avez parlé de révolution industrielle comme d'un changement progressif. Je ne suis pas d'accord. Quelques phrases plus tôt, vous nous disiez que la révolution est un changement brusque. Il faudrait savoir. Mais dans ce cas, votre évolution serait alors liée à l'innovation qui est la machine à vapeur et tout ce que vous avez pu évoquer par la suite. J'ai une question pour vous alors. Vous sentez-vous changer, remuer au saut du lit dès qu'iPhone sort un nouveau modèle? Alors, ensuite, vous avez évoqué le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme. C'est à regret que je vous informe, Monsieur Sangaré, que ce n'est pas le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme qui a causé une révolution, mais bien la découverte de l'un au détriment de l'autre. Cela s'appelle l'évolution des modes de pensée en matière scientifique. Ensuite, vous avez brillé à nous prouver par mille manières, Monsieur Sangaré, qu'évolution et révolution peuvent aller de pair. Mais vous avez eu peine à clarifier qu'une évolution ne peut pas intervenir seule. Et justement, c'est ici où vous vous méprenez, cher contradicteur, puisque la question est de savoir s'il peut y avoir ne serait-ce qu'une évolution sans révolution. Et alors, je vous ai entendu dire, parfois, entre évolution et révolution, il y a un rapport de causalité, une corrélation et parfois un lien de causalité. Dès l'instant où vous admettez que ne serait-ce qu'une seule évolution s'est produite sans révolution, vous prenez mon parti. Non pour me déplaire, bien entendu. Et il est vrai par de nombreux exemples qu'une évolution entraîne quasi systématiquement une évolution. Mais la réciproque n'est pas vraie, monsieur Sangaré. Une évolution peut tout à fait intervenir en l'absence de révolution. Pour aller plus loin, souvenez-vous de mon exemple donc sur la rotation de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. Dans ce cas précis, c'est alors d'ailleurs l'absence même de révolution qui cause une évolution. Alors, cela reviendrait à prouver une théorie sans prouver sa réciproque et à l'en affirmer vrai. Cela reviendrait alors à considérer que, comme l'or brille, tout ce qui brille est fait d'or. Ce n'est pas vrai, n'en déplaise à Midas, le roi grec, pas les pneus. Vous parlez bien, monsieur Sangaré. Je vous admire pour ça, mais vous parlez peu. À raison de quelques maigres arguments que vous répétez en boucle. La machine à vapeur, évolution, 1789. J'en connais aussi, 1789, Révolution française, 1911, Révolution chinoise, ou 1917, Révolution russe, suite à laquelle Lénine et les bolcheviks prennent le pouvoir. C'est bien beau, mais ça ne répond pas à notre question, monsieur Sangaré. Je constate que vous-même, vos paroles, sont sujettes à la révolution. Après, me direz-vous, c'est une façon comme une autre de se trouver dans le sujet. C'est à peu près tout ce que j'ai pu remarquer sur votre plaidoirie, que j'ai quand même beaucoup apprécié. Merci beaucoup, monsieur Sangaré. Manifestement, chère contradictrice, c'est chez vous
une manie de me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Je pensais que c'était le stress la première fois, et dans une idée de confirmation de mon expérience, je me suis dit, attendons voir. Et vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites. Je remarquerai dans votre plaidoirie, et je souleverai ce point avec lequel je suis en accord, que définissant l'évolution, vous nous avez dit que c'était une succession de progrès continus. Et parlant, pour la fin, de cette idée que l'évolution ou la révolution de la Terre autour du Soleil, c'est ainsi que vous l'avez appelé, je ne me trompe pas. Vous avez parlé d'évolution ou de révolution de la Terre autour du Soleil? De révolution. Donc vous nous avez parlé de révolution. Je vous prie de garder aussi à l'esprit, mesdames et messieurs, qu'une évolution est un mouvement. Dans son cas particulier, du mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est un mouvement, mais c'est aussi le terme de ce mouvement. Pour caractériser le mouvement lent de la Terre autour du Soleil, que disent les hommes? Ils parlent de révolution de la Terre autour du Soleil. Et j'aimerais bien que vous remarquiez cela. Comment se fait-il, s'il n'y a aucun lien entre l'évolution et la révolution, comment se fait-il que pour caractériser ce mouvement de la Terre autour du Soleil, nous ne parlions pas simplement d'évolution, mais nous utilisions le terme révolution pour caractériser ce mouvement? Comment et pourquoi? Parce que dans nos consciences collectives ou dans notre inconscient collectif, il y a un lien si fort que nous avons l'impression et la possibilité de les utiliser de manière interchangeable. Ce que ma contractrice d'ailleurs a fait, en suggérant de temps en temps dans ses errements que je me trouvais là dans ma position à soutenir son argumentation, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, l'évolution du téléphone, du iPhone dont vous nous avez parlé. Je vous prie de considérer que dans le mouvement, l'ensemble des 2 siècles d'évolution que je vous ai particulièrement parlé pour caractériser la révolution industrielle, il y a eu d'abord l'invention du téléphone avec Bell. Et donc, ce n'est pas le passage du iPhone 1 au iPhone 2 qu'il faut considérer, ça n'entraîne aucun bouleversement. Mais il y a le bouleversement dans nos habitudes à partir du moment où le téléphone est créé. Notre manière, notre rapport aux télécommunications change. Voilà le bouleversement, voilà la véritable révolution dans la pratique humaine, dans les habitudes humaines. Ensuite, nous passons du téléphone sans fil au téléphone, madame, qui vous pose tant de problèmes. Nous passons du téléphone sans fil, mesdames et messieurs, à ce que Marshall McLuhan, donc le passage de la galaxie Gutenberg, du livre avec un téléphone avec fil, à ces téléphones-là, à la noosphère, ou si vous voulez, à la numérosphère, avec Internet et tout ça. Voilà là, madame, le bouleversement, la révolution dans nos habitudes humaines, du téléphone sans fil à ce téléphone-là, qui crée un bouleversement encore dans notre relation aux télécommunications et de façon générale dans notre rapport à la communication. Voilà le bouleversement que décriait Marshall McLuhan. Ensuite, qu'ai-je donc à dire d'autre sur votre propos? Ah oui, vous nous avez suggéré que si la Terre arrêtait de tourner, hypothèse non vérifiée, je ne connais pas de fondement scientifique à cette hypothèse, mais vous avez imaginé une situation. En science, on peut imaginer tout ce qui est loufoque, tout ce qui est bizarre. Mais encore reste-t-il que la réalité du fait doit-il se produire, ce qui ne peut pas être le cas, bien évidemment, parce que la Terre qui arrêterait de tourner, ça serait compliqué. Ça serait compliqué, moyen. Mais j'aimerais en revenir à cette idée, et c'est sur cette idée que je finirai. De dire que ne perdez pas de vue qu'il faut distinguer une révolution d'une révolte, qu'il faut distinguer la révolution aussi de la rébellion. Et si vous me demandez la distinction entre la révolte et la révolution, je vous dirais que la révolution, ou la révolte plutôt, est un mouvement désarticulé. Remarquez, pour vous qui probablement l'avez vécu, ou qui en étaient plus proches, mai 68 était une révolte désarticulée, cri de la faim. Plus récemment, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui était une révolte. Mais ce sont des mouvements qui n'ont pas d'avenir, parce qu'ils ne reposent pas dans cette dimension cyclique du temps sur un passé réel, sur des idées philosophiques et sur des idées politiques. Donc ce sont des mouvements qui n'ont pas pu s'étendre dans le temps et qui n'ont pas produit. Voilà pourquoi je disais tantôt que la révolution était distincte de la révolte. La révolution, au socle, les idées philosophiques, politiques, et le bouleversement est réel que nous considérions les sciences
que nous considérions les arts avec la Renaissance. Ce téléphone. C'est la révolution de nos amis. La révolution. Mais oui, donc considérons sur ce terme-là du téléphone qui nous le rappelle, que oui, il ne peut pas y avoir tout simplement d'évolution sans révolution. Merci, mesdames. J'ai une question d'abord pour Marine. La révolution, donc, effectivement, vous avez dit que c'était le propre de l'homme et que l'évolution, c'était le signe du temps. Est-ce que, lorsqu'on pense à l'évolution, justement, de l'homme et de la nature humaine, on a perdu l'espèce des dinosaures à cause du changement climatique il y a quelques millions d'années maintenant. On a eu un homme qui est passé à quatre pattes et qui s'est levé sur ses deux jambes. Est-ce que ça, ce ne sont pas des révolutions qui ont fait évoluer le monde et notre planète d'aujourd'hui? D'accord. Eh bien, je vous réponds simplement. Merci beaucoup pour votre question. Pour moi, je garde toujours ma théorie, ma conception de l'évolution comme une succession de changements graduels, là où la révolution serait plus un bouleversement. Donc pour moi, le passage de l'homme, de l'état plutôt bestial, Homo sapiens, à l'homme que l'on connaît aujourd'hui, pour moi, vraiment, ceci est un processus évolutif. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'évolution, la théorie de l'évolution, de laquelle j'ai parlé. Pour moi, si vraiment l'homme était à quatre pattes, que d'un seul coup, il s'était levé, avait commencé à marcher et à parler de la science, ça aurait été pour moi une vraie révolution. Mais là, je ne pense pas que l'homme se soit levé un matin, le pied hors du lit, je vais me mettre à marcher aujourd'hui. Je ne pense pas. Oui. Donc, selon moi, ceci est véritablement une évolution progressive, puisque l'homme a mis des années à savoir marcher, des millions d'années, à se mettre à pêcher, à construire des maisons, pour en arriver à la société que nous avons actuellement. Donc, selon moi, ce n'est pas une révolution qui a causé une évolution. Pour moi, c'est bel et bien une évolution constante. J'espère que ça répond à votre question. Alors, seconde question, puisque on a le droit de poser deux questions. Gaba, donc, la révolution, donc, c'est quand même le changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État. Pensez-vous que l'évolution doit passer par une révolution violente? Puisque la révolution, par définition, est brusque et violente, qui ne correspond pas forcément à la thèse que vous avez présentée, puisque vous êtes resté d'ailleurs plus sur la révolution de l'homme et de la révolution industrielle, etc., sans parler vraiment, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce que vous avez quand même commencé par imiter notre ami Mélenchon. Ami, entre guillemets, bien évidemment. Donc, la révolution brusque et violente, est-ce que c'est celle-là par laquelle doit passer l'évolution? Pour vous répondre, il faudrait d'abord que j'apporte une précision, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée, et c'est à cela que tendait mon sondage que j'ai évoqué, que la révolution soit systématiquement un mouvement brusque et violent. Je vous l'ai dit, les deux s'inscrivent dans ce que j'ai appelé le temps long. Une révolution, selon moi, et à la lecture du dictionnaire, c'est un bouleversement. Le dictionnaire ne nous dit pas que c'est un bouleversement brusque et violent, le dictionnaire de l'Académie. Il nous dit que c'est un bouleversement profond. Et alors, à nous, au regard de la Révolution française, de considérer que dans cette acception-là, ou dans ce sens-là, c'est un mouvement brusque et violent. Mais j'ai envie de dire, la Révolution française non plus, je ne crois pas à sa brusquerie, à sa violence, certes, mais ce n'était pas brusque. Ça a été, j'ai envie de dire, mijoté, pensé, longuement mûri, nourri d'abord par les références philosophiques et politiques, avant d'être mis en œuvre par les peuples qui se soulèvent collectivement. Mais ils étaient guidés par Saint-Just, dont il y avait tout de même des références intellectuelles. Et il ne faut pas perdre de vue ces références intellectuelles-là dans la considération de la Révolution. Lorsqu'on a dit cela maintenant, madame, j'ai envie de dire que
si ce n'est pas un bouleversement brusque et violent, dans tous les cas, mais dans sa situation brusque et violente, comme vous le disiez, il est possible, dans ma vision du monde et dans la représentation que je m'en fais, de ne pas être dans une situation dissociative de la révolution, de l'évolution. J'ai même envie de dire, peut-être que j'ai un peu perdu le fil de votre question. Oui, le fil de mes pensées plutôt. Merci Madame la Présidente. Mais donc, l'évolution ne peut pas être pensée sans un bouleversement, même s'il n'est pas violent. C'est ma question. Oui, même s'il Vous n'est pensez qu'il doit être violent? pas nécessairement, parce que dans sa définition même de la révolution, le caractère violent, j'ai envie de dire, n'est pas le premier élément qui saute aux yeux. On nous dit simplement, le dictionnaire de l'Académie nous dit que c'est un bouleversement profond. Pas qu'il est violent, c'est dans l'exemple qu'il prend, qu'il nous dit qu'il peut être violent dans ce sens-là. Mais c'est un bouleversement profond, pas un bouleversement immédiatement violent. Non. Donc, la révolution n'est pas forcément violente, elle n'est pas... mais c'est un bouleversement profond pour moi. Tout d'abord, merci à tous les deux pour vos plaidoiries que je trouve vraiment remarquables et impressionnantes. Mademoiselle Quin, vous avez évoqué l'évolution de l'iPhone. Je vais vous poser une question qui va peut-être s'articuler en deux sous-questions. Un certain nombre de personnes pensent que lorsque la société Apple a commercialisé l'iPhone 1, elle était déjà en mesure de mettre sur le marché le produit de l'iPhone 2 ou 3. Autrement dit, pour des raisons bassement économiques, elle fait en sorte de freiner la mise en circulation sur le marché d'un produit pour créer un besoin et puis avoir la possibilité de se renouveler. Ce qui signifierait que quand on achète un iPhone 12, peut-être que le 15, avec des capacités révolutionnaires par rapport au 12, est déjà ou est caché quelque part dans les coffres d'Apple. D'où ma question, est-ce que ce que vous appelez une évolution de l'iPhone ne serait pas plutôt une révolution cachée? D'accord. Eh bien, pour répondre à cette question, si vous n'en avez pas d'autres, dissimulée dans celle-ci, j'ai compris dans votre question un parallélisme assez évident entre l'évolution et la révolution de la société et de la production. Ce qui fait que lorsque l'iPhone 15 est produit et qu'on achète le 16 ou le 17 ou peu importe, iPhone sait qu'ils l'ont produit, mais nous ne savons pas, nous n'y avons pas accès. Et cet iPhone 15, qui est certes déjà produit, peut-être dans les usines, dans les garages de stockage, nous n'y avons pas accès. Ce qui fait qu'il ne peut bouleverser notre monde, notre société, notre évolution. Et je pense que pour répondre à votre question, il faut véritablement différencier vraiment ce parallélisme entre l'évolution dans la société et dans la production. Ce qui fait que je ne pense pas que cette évolution que vous décrivez soit en effet une révolution cachée. Puisque dans la société, pour moi, j'ai moi-même un iPhone, j'en ai acheté un, et je n'ai pas le dernier, mais quand je l'ai acheté, c'était le dernier. Et actuellement, il y en a d'autres qui sont sortis entre-temps, mais je ne le savais pas, peut-être était-il produit à la sortie du mien, mais moi je ne le savais pas, j'ai acheté le plus performant, j'étais contente, et les suivants qui sont sortis ont eu des fonctionnalités tout autres. Mais ces fonctionnalités n'ont en aucun cas impacté la société. J'avais le dernier à l'époque, et on s'amusait avec ça, on n'avait rien d'autre. La société n'a donc pas été bouleversée, la société a évolué. Par contre, l'iPhone, dans sa production, c'est bien une évolution. Je ne pense pas que les architectes chez iPhone et les gens, peu importe qui y travaillent, vraiment, je ne pense pas qu'ils produisent le 10, le 11, le 12, le 13, le 14 simultanément. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée de travailler sur le 11 vraiment, puis ensuite peut-être dans l'heure d'après sur le 12, mais c'est quand même progressif et graduel, selon moi, dans l'ordre dans lequel on le comprend. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, Monsieur Sangaré, votre contradictrice a démontré que, oui, il peut y avoir une évolution sans révolution si on considère un laps de temps assez réduit, c'est-à-dire, le temps étant relatif, mais un laps de temps réduit et de l'ordre de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Vous avez démontré qu'il ne pouvait pas y avoir d'évolution sans révolution, mais en vous basant sur on va dire un référentiel temporel différent, vous vous basez sur une très très longue période, ce qui fait que dans le cadre de votre démonstration, vous en arrivez à la conclusion que toute évolution, effectivement, sera à terme considérée comme une révolution. Est-ce que vous êtes convaincu d'avoir démontré la même chose? Ou d'avoir abordé... je vais poser ma question différemment. Est-ce que vous êtes convaincu d'avoir tous les deux abordé la question sous le même angle?
Non, je suis sûr, monsieur, d'une chose, si je suis sûr d'une chose, c'est que nous n'avons pas abordé la question sous le même angle. Parce que notre rapport au temps varie. Ma contradictrice est de sa génération. Elle considère... Je suis bien plus jeune que vous. Oui, elle considère que dans un élan édénique ou adamique, le frisson du premier homme le premier jour, l'humanité commence par nous. Pour ma part, je considère qu'il faut s'inscrire dans une vision objective du temps, que le temps, il est nécessairement long. Et donc, du point de vue du temps, nous avons déjà une différence. Elle considère le temps, comme vous l'avez dit, réduit. Pour faire une analyse, je dis qu'on ne peut apprécier une évolution et on ne peut apprécier une révolution que lorsqu'on s'inscrit dans la dynamique du temps long. Et donc, pour vous répondre, non, nous n'avons pas abordé la question. Je suis convaincu que nous n'avons pas abordé la question du même point de vue, parce que notre rapport au temps est différent. Notre perception du temps, élément clé de l'analyse, est foncièrement différent. Je m'inscris dans le temps long, dans le temps qui dure, elle s'inscrit dans le temps qui passe, dans le temps court. Ce n'est pas la même chose, et à cet égard-là, on ne peut pas avoir le même raisonnement, avoir la même démonstration. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant, véritablement passionnant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas pris de notes. J'ai préféré vous écouter. Et comme il y a une évolution dans le règlement et qu'on a le droit de vous poser une question à chacun, chacune, je vais commencer par vous, Kaba. Et j'ai bien entendu que vous n'associez pas violence à révolution, mais en parlant, comme vous l'avez fait, à la présidente de ce jury, en lui parlant de son téléphone, Son incapacité à gérer. son incapacité à gérer son téléphone, ne pensez-vous pas que dans l'évolution de Rhétorica, cette provocation est une révolution? Mais pardon, monsieur, mais non. Mais non, je ne suis pas sûr que ce soit une révolution. Et pour aller plus loin, j'ai envie de dire que l'inadaptation de Madame la Présidente, je l'évoquais non pas dans une idée de provocation, mais dans une idée de solidarité. Pour être un peu plus sérieux, simplement parce que je suis moi-même inadapté. Pour répondre plus ou moins à ma contradictrice, je n'ai eu mon premier téléphone qu'à mon entrée à l'université. Donc avant, les téléphones, la télévision, tout ça m'était inconnu. Et donc, je comprends la difficulté de... C'était un signe pour dire, Madame la Présidente, je vous comprends, je comprends votre difficulté, je la vis moi-même. Parce que de temps en temps, il m'arrive de perdre le mien pendant 2 semaines, pendant 1 mois, je ne sais plus où je l'ai mis, je vis bien et je n'ai pas de problème. Pas comme de ceux qui, lorsqu'ils leur iPhone 10 tombe, ils courent à l'hôpital, c'est la France, je ne fais pas cela, donc c'était de la solidarité, non pas de la provocation, ce qui en ferait que ce n'est non plus pas une évolution, je vous l'ai dit, ce n'est ni une évolution, ni une révolution, encore moins une provocation. Madame la Présidente considérait que je suis solidaire de vous. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup, Carole. J'espère que vous êtes un sage et que la prochaine révolution sera la solidarité. Marine, alors sans présager de nos délibérations et de ce que je vais pouvoir dire à mes collègues membres du jury, j'ai complètement été séduit par votre plaidoirie. Par contre, Il n'y a jamais de compliment sans qu'il y ait quelque chose derrière. par contre, pour reprendre ce que vous avez dit, Madame la Présidente, effectivement, vous avez tendance à lire dans du boule de cristal. Puisque vous avez commencé votre plaidoirie, j'ai cru que c'était la contre-plaidoirie, tellement vous vous adressiez à Kaba. Et donc, j'aurais juste une question à vous poser. Répondez-vous toujours aux questions avant qu'on vous les pose? Eh bien, c'est à ton image que vous posez cette question, puisque souvent en droit, surtout en droit, il faut toujours intercepter la question avant qu'elle n'arrive et même prévoir notre réponse à la suivante. Donc, non, pour répondre à votre question d'entrée de jeu, je ne réponds pas toujours à la question après qu'on me l'ait posée.
Et pour répondre à ce que vous avez dit, je m'adresse directement à Kaba, puisque nous sommes amis, et que pour moi, le lien est important lors d'une plaidoirie. Et non, je ne pense pas avoir commencé à parler de contre-plaidoirie. Justement, aux prémices de ma plaidoirie, je disais que, justement, cette évolution, ce sujet qui est « peut-il y avoir une évolution sans évolution ?» vraiment est souligné par ce terme « une », qui vraiment nous indique, nous précise qu'il faut le comprendre comme une évolution, dans le sens où, si on peut le prouver une fois, alors la théorie de mon contradicteur est tout à fait balayée d'un revers de manche. Et c'est pour cela, donc, que j'ai commencé, peut-être, en interprétant déjà à l'horizon dans l'optique de ma contre-plaidoirie. Mais je ne pense pas avoir répondu trop tôt, ou si je l'ai fait, je ne regrette pas. Merci beaucoup. Merci à vous. À moi. Alors, moi je suis l'auteur d'une violation de ce règlement, puisque je ne l'avais pas lu, et je me demande si j'ai produit une évolution ou une révolution. On devait poser en fait une seule question à l'un des candidats, et maintenant chacun a le droit de poser une question à chacun des candidats. Donc, selon moi, petite révolution quand même. Alors, Madame Quin, à nous, vous avez défendu la thèse de l'évolution sans révolution, et ce qui m'a frappé, c'est que dans les exemples d'évolution que vous avez donnés, c'est toujours des évolutions positives, c'est toujours des progrès. Vous avez parlé de l'évolution technologique avec toutes vos affaires avec le téléphone portable. Là, vous me dépassez un peu, je ne sais même pas à quel numéro d'iPhone on est. Voilà, je ne sais pas, là, je serais collé. Je ne sais pas si on est au 6 ou 7, peut-être davantage, je ne sais pas. Bon, là, j'aurais dû le faire. Vous êtes à droite, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Vous avez donné un autre exemple, c'est l'évolution des espèces, de Darwin, qui est positive en ce sens que ça vous a permis d'être là aujourd'hui, donc c'est déjà ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des évolutions négatives quand même? Est-ce que toute évolution est forcément un progrès? Eh bien, pour vous répondre, vous m'associez déjà beaucoup à un jeune de mon temps, comme M. Kaba, M. Sangaré le faisait juste avant. Je n'ai eu moi aussi mon premier téléphone que très tard, je n'ai aucun réseau social, et donc je suis tout aussi perdue que vous tous sur ce qui concerne la technologie. Cependant, je peux déjà, d'entrée de jeu, vous dire que donc déjà les raisons pour lesquelles je n'ai pas vraiment de réseaux sociaux et de téléphone, c'est parce que je pense que ceci, et plus particulièrement ce que vous interprétez comme une révolution positive avec les téléphones et tout ce qui vous dépasse, pour moi ceci est une révolution négative, dans la mesure où les réseaux sociaux, tout ce qui peut s'y passer, des téléphones, enfin un enfant de 12 ans n'a pas besoin d'avoir un iPhone 12X R Pro maximum, premium, VIP, tout ce que vous voulez. Et donc pour moi, cette évolution que vous appelez positive, que vous mettez, dont vous mettez des mots dans ma bouche, que je n'ai pas dit, serait une évolution selon moi négative, vraiment. Et pour citer Boris Vian, qui disait à l'époque de la révolution industrielle, l'évolution donc humaine, l'évolution, la théorie donc de l'évolution de Darwin, est plutôt positive concernant notre espèce. Cependant, Boris Vian disait que à côté de cette révolution qui part du singe pour aller à l'homme, il y aurait en parallèle une évolution qui va de l'homme pour aller à l'imbécile. Et donc, je ne pense pas que cette révolution que nous mettons sans clos, sans point, entre la préhistoire et notre jour, soit vraiment une ligne exponentielle positive. Je pense que l'homme a bien fait, l'homme apprend à chasser, à pêcher, l'homme a évolué. Mais selon moi, il peut aussi régresser, ce qui est la forme négative de l'évolution. Et je pense que nous avons pas mal régressé ces derniers siècles et qu'il faudrait nous ressaisir. Cela répond à votre question. Très bien, je vous fais sombrer collectivement dans le pessimisme. Alors, Monsieur Sangaré, nous allons reprendre la vie en main et on va être beaucoup plus optimiste. Vous nous avez défini la révolution comme un bouleversement profond. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec vous, les grands théoriciens révolutionnaires le diraient aussi, en passant par Karl Marx, que j'avais beaucoup aimé, à Maximilien Robespierre, pour lequel j'ai une certaine fascination. Exactement. Oui. Un jour, j'ai gagné le prix de la citation la plus étrange, qui était décernée par vos camarades, parce que j'avais dit, emporté par mon élan, Robespierre, c'est mon idole. J'ai eu le prix de la citation la plus étrange de l'année. Bien. Alors, en ce qui concerne mon âge, vous m'avez posé une question implicite. Ai-je connu mai 68 ? Oui, je m'en souviens, mais j'étais en culotte courte quand même. J'étais un tout petit peu plus jeune que vous l'imaginez. Alors je reviens à la révolution bouleversement profond. C'est vrai,
vous avez raison. Mais à un moment donné, emporté par votre élan, par votre éloquence, vous avez dit quelque chose de très étrange. Je voudrais avoir des explications sur cette phrase. Vous avez dit ceci, la révolution est un retour au passé. Alors, comment la révolution peut être à la fois un bouleversement profond et un retour au passé? Alors, monsieur, pour m'en expliquer et ne pas perdre une partie de l'auditoire, et simplement c'était dans l'acception étymologique de la révolution. Lorsque nous nous intéressons aux étymons et aux étymologies, chose à laquelle je m'intéresse, nous remarquons que la révolution étymologiquement désigne une idée de retour au passé. Et je l'ai dit, donc le bouleversement profond ne peut se produire à un certain moment que si nous sommes dans un concours d'éloquence. En rhétorique, on parle de l'imitation des anciens, l'imitation maïorum. Mais il est conseillé généralement de l'entendre non pas comme l'imitation des anciens, mais comme la connaissance des anciens. Et donc, une révolution, un bouleversement profond ne peut se produire que lorsque nous avons, ou nous savons, que avant nous, avant notre génération, il y a eu des siècles où des hommes ont pensé le monde, l'univers et l'homme. Et donc, nous fondons sur cet élément-là, le retour au passé, pour pouvoir présager ou prévoir l'avenir. Et puisque vous parlez de Robespierre, j'aimerais vous rappeler que lorsque les Chouans opposaient aux Jacobins, en 1793, la monarchie de droit divin, ceux-ci leur répondaient leur antériorité en remontant jusqu'à la Rome républicaine, pour dire, nous voulons fonder une république, non pas parce que vous êtes de la monarchie, mais vous êtes récent. Nous remontons jusqu'à la Rome républicaine. Lorsque Mandrin ne se soucie pas de Lycurgue et de Brutus et de Catilina, vous voyez, c'est juste à côté, qui en est fou, qui en est obsédé. Il connaît Lycurgue, il connaît Catilina et il connaît Brutus. Et donc, pour s'opposer à Mandrin, il lui explique qu'il faut remonter jusqu'à Lycurgue et que le mouvement révolutionnaire, le bouleversement social que cela va produire, remonte jusqu'à la Rome républicaine et remonte jusqu'à Lycurgue, jusqu'à Brutus, jusqu'à Catilina. Et donc, c'est dans ce sens-là que le propos n'est pas bizarre, il n'est pas contradictoire, mais il faut retourner au passé pour pouvoir prévoir ou pour pouvoir avoir un horizon d'avenir plus correct, plus convenable. Sans passé, il n'y a pas d'avenir et qu'il ne faut pas être ceux de ma génération. L'humanité commence par nous, l'humanité ne commence pas par nous. Il y a un passé, il faut être dans la connaissance de ce passé, le connaître, le savoir et le saluer, se fonder sur ce passé, sur ce corps, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir produire d'autres bouleversements. J'espère avoir répondu à votre question. Et bien justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que, alors je me suis peut-être trompée, vous allez donc me remettre dans le droit chemin. J'avais cru comprendre à un moment donné que vous parliez de rapport de causalité dans les deux sens, évolution, révolution. Et en réalité, à chaque fois, j'ai l'impression que vous faites d'abord précéder une période longue d'évolution avant d'aboutir avec un recul de la chose à le constat d'une révolution. Alors, alors pour moi, c'est un sens, ça. L'autre sens serait qu'on constate une révolution qui engendre des évolutions. Mais ça, vous n'en avez quasiment pas parlé après. Alors, est-ce que c'est une erreur d'interprétation de cette phrase ou est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas eu le temps d'aborder? Non, ce n'est pas une erreur d'interprétation, madame. Madame la Présidente, vous avez parfaitement raison. C'est dans l'un des sens que je l'ai évoqué, mais il y a aussi l'autre sens que je n'ai pas bien sûr eu le temps d'évoquer. Mais simplement, si vous voulez que je vous en parle. Et il y a aussi, je comptais, sans l'avoir évoqué par souci du temps, sur la force subjective de certains exemples. L'exemple premier qui me viendrait à l'esprit serait celui de la Révolution française dont nous parlions tout à l'heure. Ce bouleversement profond qui produit un changement déjà dans l'ordre des idées, dans l'ordre encore de l'organisation sociale, si vous voulez politique, et donc j'ai parlé du passage de la monarchie vers la République et
avec les valeurs de liberté, fraternité et égalité. Et donc vous voyez bien qu'avec cet exemple-là, ce n'est plus la révolution, enfin c'est la révolution qui précède l'évolution, mais que dans l'autre sens, il y a aussi des évolutions avec les exemples, puisqu'une évolution est une succession de progrès continu. Donc avec l'exemple de Watt jusqu'au microprocesseur en 1961, de vous dire que voici des évolutions qui, quant à eux, en sens inverse donc, quant à eux, ont produit une révolution, un bouleversement profond dans nos pratiques. Donc je ne sais pas si dit comme ça, avec ces exemples-là et la force subjective des exemples, vous parvenez à comprendre la corrélation ou le rapport de causalité. Révolution pouvant produire évolution, évolution pouvant causer révolution. Mais j'ai l'impression qu'à l'origine de tout, ce sont les évolutions et non pas la révolution. La révolution ne naît pas ex nihilo, alors que l'évolution, elle, naît puisqu'elle continue son chemin. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Moi, j'ai juste une question de terminologie. Vous êtes intéressé d'ailleurs au début de votre plaidoirie de terminologie. Est-ce que vous pensez, suite notamment à la remarque de M. Sangaré, que l'expression qu'on utilise partout et surtout dans les musées dits scientifiques, je pense à ceux qui sont à Paris que je fréquente un peu régulièrement, est-ce que je donne l'expression plutôt la révolution planétaire est en fait inadéquat? D'accord. Eh bien, si on m'avait dit au préalable que c'était un concours de dessin, j'aurais ramené mon matériel pour vous le démontrer. Mais, selon moi, en effet, la révolution planétaire est bel et bien une révolution au sens dans lequel mon contradicteur et moi-même l'avons entendu au cours de nos plaidoiries. Donc, comme le disait M. Cani, une évolution, c'est souvent une révolution sans en avoir la lettre. Mais dans ce cas, en fait, pour moi, tout ce qui est évolution touche déjà plus ou moins au domaine de la révolution. Et quand on parle de révolution planétaire, donc cette évolution, puisque M. Kaba-Sangaré considère la révolution planétaire comme une terminologie, juste cet aspect terminologique sans le déroulement qui en découle. Moi, je le prends sur donc, la rive opposée, et selon moi, en fait, parce qu'il parle du fait que je considère le temps sur une version assez courte, sur une durée de vie humaine, mais ce n'est pas le cas, puisque la révolution planétaire, selon moi, la révolution, c'est plutôt brusque. Et à l'échelle de notre humanité, un tour, une révolution solaire, c'est une année. Donc c'est plutôt long pour nous. Mais au vu des milliards d'années de notre système solaire, ce n'est rien, 365 jours, ce n'est rien. Donc pour moi, c'est plutôt brusque à l'échelle du Soleil et de tout ce qui peut se passer au-dessus de nos têtes. Selon moi, la révolution planétaire, la révolution solaire, parce que la Terre tourne sur elle-même en une journée, c'est vraiment extrêmement court d'un point de vue spatial. Et pour moi, cela peut vraiment correspondre à l'idée du bouleversement brusque et rapide que l'on entend par la définition donc de révolution. D'accord, merci. Bon, nous avons terminé une question. Merci à vous. J'allais dire même les larmes quasiment au bord des yeux, parce qu'il fallait faire un choix, là on était bien incapable d'en faire un. Là, vos deux autres ont été admirables. Voilà, on voulait vous le dire. On a même envisagé de faire la révolution, c'est-à-dire faire une finale à 3. Parce qu'on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas en déterminer un. Oui, mais ne vous inquiétez pas, on a quand même les pieds sur terre, on savait que c'était irréalisable. Sinon, on était prêts. Gilles Pinard, monsieur le professeur de Breton, qui n'a peur de rien, était prêt à réécrire le règlement. Bon, alors, vous avez compris nos états d'âme énormes, et puis il a fallu choisir, et finalement, c'est mademoiselle qui a été choisie, vraiment parce qu'il fallait en choisir un. Voilà.